La charge de travail, un mot qu'on entend partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça implique? C'est beaucoup plus complexe qu'une simple liste de choses à faire. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble pour mieux comprendre et surtout mieux la gérer. Qui n'a jamais eu l'impression de se noyer sous une montagne de travail? Ce sentiment d'être complètement dépassé, d'avoir la tête sous l'eau, c'est souvent de là que tout part. Alors il est temps de comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette impression. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va décoder ce qu'est vraiment la charge de travail. Ensuite, on va voir comment analyser les déséquilibres. Après ça, on va se poser la question, mais c'est la responsabilité de qui au juste? Et on terminera avec des stratégies concrètes pour retrouver un équilibre sain. Parfait, on plonge. Première étape, comprendre la charge de travail. Et vous allez voir, c'est bien plus que juste avoir l'impression d'avoir trop de choses à faire. OK, le point de départ, il est là. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, la charge de travail, ce n'est pas juste la pile de dossiers sur le bureau. Il y a une dimension subjective. Ça veut dire que la charge ressentie est tout aussi importante que la charge demandée. Et ça change tout. Pour vraiment bien saisir le concept, on peut le diviser en 4 grandes dimensions. Il y a la charge quantitative, la plus évidente, le volume, la quantité de travail. Ensuite, la charge mentale, la concentration, la complexité, la résolution de problèmes. Il y a aussi la charge émotionnelle, devoir gérer ses émotions, par exemple avec la clientèle. Et finalement, la charge informationnelle, le déluge de courriels, de messages, de notifications. C'est le cocktail de ces 4 éléments qui forment notre expérience. Bon, maintenant qu'on a une meilleure définition, comment on passe du sentiment d'être débordé à une analyse plus factuelle? Parce que la pression qu'on ressent, ce n'est pas juste une impression, ça se mesure. Et c'est un point super important. Les risques psychosociaux, ce n'est pas juste dans la tête. Le stress, l'épuisement, ce sont des phénomènes mesurables avec des outils et des modèles qui ont fait leurs preuves. Ce ne sont pas des fatalités, mais bien des risques qu'on peut identifier. Pour nous aider à analyser ça, il y a justement 2 modèles qui sont de véritables références. On a le modèle demande-contrôle de Karasek et le modèle déséquilibre effort-récompense de Sigrist. Ces 2 cadres théoriques nous permettent de mettre des mots et une structure sur les sources de stress au travail. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces modèles? Celui de Karasek, c'est simple. Il regarde la tension entre les exigences du travail et l'autonomie, le contrôle qu'on a pour y répondre. Le pire scénario, beaucoup de demandes et très peu de contrôle. C'est la recette parfaite pour le stress. Le modèle de Sigrist, lui, analyse le ratio entre l'effort qu'on fournit et les récompenses qu'on reçoit en retour. Et attention, les récompenses, c'est pas juste le chèque de paye, c'est aussi l'estime, la sécurité, la reconnaissance. Quand on donne beaucoup pour recevoir peu en retour, le déséquilibre s'installe. OK, on a défini le problème, on a des outils pour l'analyser. Maintenant, la question qui tue, c'est la responsabilité de qui tout ça? Et la réponse est pas mal plus nuancée qu'on pourrait le croire. Cette citation le dit parfaitement. La gestion de la charge de travail, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est un effort collectif, une responsabilité partagée. On tombe trop souvent dans le piège de l'individualisation. On pointe une personne du doigt en lui disant de mieux gérer son stress. Mais ça, c'est complètement rater la cible. Ça revient à blâmer l'individu pour des problèmes qui sont souvent systémiques, qui viennent de l'organisation elle-même. C'est traiter le symptôme sans jamais toucher à la cause. En réalité, la responsabilité ressemble plus à ça. On peut la voir comme 3 piliers, l'organisation, le gestionnaire et l'individu. Chacun porte environ 1/3 du poids. Si un des piliers est faible, c'est toute la structure qui risque de s'effondrer. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Concrètement, qu'est-ce que chacun de ces 3 acteurs peut faire pour aider à maintenir un équilibre sain? Au niveau de l'organisation, les actions ont un impact majeur. On parle de redéfinir les priorités en consultant les équipes, pas juste en décidant d'en haut. D'implanter les changements progressivement pour laisser le temps de s'adapter. D'impliquer les gens dans les décisions qui les concernent. Et bien sûr, de s'assurer que les bonnes personnes sont à la bonne place. C'est la base d'un environnement de travail sain. Le gestionnaire, lui, est sur le terrain. Son rôle de soutien est crucial et il se manifeste de 2 façons. D'abord, le soutien opérationnel. Est-ce que mon équipe a les bons outils, les bonnes ressources, assez de temps pour faire son travail? Et ensuite, le soutien informationnel. Est-ce que tout le monde sait clairement ce qu'on attend de lui? Juste la clarté s'enlève un stress énorme. Le rôle du gestionnaire, ce n'est pas juste de donner des ordres. C'est un cycle actif, un processus continu comme on le voit ici avec ce modèle de guidage du rendement. C'est un ensemble d'actions qui vise à la fois la performance et le bien-être de l'équipe. Et si on devait retenir l'essentiel de ce cycle, ce serait ces 3 verbes d'action. Écouter, vraiment écouter les besoins et les défis. Clarifier, s'assurer que les objectifs sont limpides pour tout le monde.
Et dialoguer, maintenir une communication ouverte et constructive. Ces 3 gestes sont au cœur d'une saine gestion de la charge de travail. Et finalement, l'individu. Notre rôle est tout aussi fondamental. Ça commence par s'écouter soi-même, reconnaître ses propres signaux de détresse. Ça veut aussi dire oser demander de l'aide avant de frapper un mur, rester connecté avec les autres pour ne pas s'isoler et, ultimement, prioriser son propre bien-être. C'est la dernière pièce du casse-tête, mais elle est indispensable. Alors pour conclure, je vous laisse avec cette question. Dans un milieu de travail, qui tient vraiment le volant? Est-ce que la responsabilité est bien partagée entre l'organisation, le gestionnaire et l'individu? Ou est-ce qu'un des 3 porte pas mal tout le poids sur ses épaules? La réponse à cette question en dit souvent très long sur la santé d'une organisation.